Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est récente. Elle se situe à Londres en 1950. Pourtant, ces héros, des jeunes gens pleins de foi et d'enthousiasme, ne l'auraient pas vécu si, 7 siècles plus tôt, au Moyen-Âge, un événement ne s'était pas produit. 1290. Sur la mer du Nord, un bateau anglais navigue dans la brume. Tout se confond dans le gris, l'eau, le ciel, l'air même qu'on respire. C'est le bateau de la Demoiselle de Norvège, une frêle et pâle jeune fille qu'Édouard Ier, roi d'Angleterre, a envoyé chercher pour la marier à son fils. À bord, un panier de figues, une corbeille pleine de noisettes et de gingembre, et sur un plateau d'étain, du pain d'épices devait distraire la voyageuse par leur saveur exotique. Un luxe dans le froid humide, dans l'inconfort d'une traversée difficile. La demoiselle de Norvège n'a guère goûté à ces friandises. Partie de Bergen malade, elle ne donnera pas son triste sourire au fiancé qui l'attend à Londres. Elle vient de mourir. Quand le bateau accoste sur les rives de la Tamise, quand on apprend la nouvelle, cela déclenche la guerre. Le mariage de la jeune fille, héritière du trône d'Écosse, devait permettre la réunion de ce pays et de l'Angleterre, de la croix de Saint-Georges rouge sur fond blanc et de la croix de Saint-André blanche sur fond bleu. Les barons écossais se révoltent. Édouard Ier s'écrie « Je jure devant Dieu et les signes que je ferai le Royaume-Uni. » Dans le cliquetis des armures, lance au poing, des cavaliers partent au galop à la conquête du Nord. Ils sont vainqueurs. À l'abbaye de Scone, ils s'emparent de la pierre du destin, l'énorme pierre sur laquelle la tradition veut que les rois d'Écosse soient couronnés. Ils ramènent cette pierre à Londres, à l'abbaye de Westminster. Et les Écossais, humiliés, sont informés que désormais ce sont les rois et les reines d'Angleterre qui seront couronnés sur la pierre du destin. La pierre du destin, qu'on appelle aussi la pierre du couronnement, est un énorme bloc de grès grossièrement taillé qui pèse 200 kilos. Ses dimensions ? 42 cm de large, 67 de long, 27 d'épaisseur. À ses deux extrémités, 2 maillons de chaîne terminés par des anneaux permettent de la soulever. Sa matière, le grès, sa forme, un parallépipède, n'ont rien d'étonnant, ce n'est pas un objet d'art. On ne peut même pas dire que ce soit beau à voir. Une sorte de gros caillou, quoi. Mais si les Anglais, ou surtout un Écossais, m'écoutent, j'entends d'ici ces protestations. La pierre du destin, un caillou. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est quelque chose de sacré, c'est un symbole. Je suppose qu'on l'a ramassé dans un champ, dans un pâturage à moutons, au pied des Highlands. Jamais de la vie. Elle faisait partie du pilier quand on a construit l'échelle qui montait jusqu'au ciel. Mais si, souvenez-vous, Jacob, les anges qui descendaient des nuages. Et tout en haut, Dieu qui a dit à Jacob, « Je donne à ta race la terre de Canaan, la fraction du peuple d'Israël. » Et quel rapport avec l'Écosse ? Le symbole de son destin. L'indépendance. La liberté. Très bien. Nous imaginons mieux maintenant qu'une simple pierre, à partir du moment où elle se trouve dans l'abbaye de Westminster à Londres, pose des problèmes à Édimbourg ou à Glasgow. C'est à Glasgow, justement, qu'en novembre 1950, des étudiants de l'université passaient une soirée tranquille. Un immeuble sévère en briques grises et bleues, au toit d'ardoise, et derrière les fenêtres basses, au 3e étage, un grand appartement mal chauffé. On ne danse pas, on n'écoute pas de disques, on n'entend pas les Beatles. Des jeunes gens réunis en petits groupes discutent à perte de vue, refont le monde.
de la politique en chambre, en fumant et en buvant de la bière. L'un d'eux, un étudiant en droit de 25 ans, Ian Hamilton, est de mauvaise humeur. Il s'éloigne de ses amis, va s'accouder à une cheminée, prenant d'instinct la position de celui qui rentre de la chasse, tradition de son pays. Toutes ces palabres, pense-t-il, à quoi ça sert? Les gens de Londres se moquent de nous. Nous subissons la loi d'un parlement dont 1/10 seulement représente l'Écosse. Il faut attirer l'attention sur nous, sur nos légitimes aspirations, agir. Ce n'est pas en discutant. On est un homme d'action. Tandis qu'il réfléchit ainsi, avec de l'amertume certes, mais aussi en fortifiant son courage, il remarque une jeune fille. Elle aussi vient de quitter un groupe de bavards. Elle fait les 100 pas en fumant une cigarette. Menue, brune, les yeux immenses. C'est une vraie jeune fille de la montagne, de ces horizons grandioses où la mer pénètre la terre, où le ciel est accablé de nuages. Kay Mathison, professeur d'enseignement ménager. Il la connaît. Il sait qu'elle partage ses opinions. Il s'approche d'elle. « Dis donc, Kay, qu'est-ce que tu fais pour Noël ?»« Oh, j'irai sûrement passer les fêtes en famille. Et toi ? Eh bien, moi, je serai à Londres. » Drôle d'idée. J'irai à Westminster reprendre la pierre du couronnement et je la rapporterai ici. Kay se mit à rire. « Je ne plaisante pas. C'est décidé. Est-ce que tu veux m'aider ? » ?»« Mais enfin, tu es fou, Yann, c'est impossible. Pas avec toi. Une jolie fille n'est jamais suspecte. Et puis même si on rate, avec une femme belle, courageuse dans le coup, toute la presse, la radio, la télé en parleront. On aura enfin fait quelque chose pour l'Écosse. Cela part d'un bon sentiment. Alors tu es d'accord ? Non. Ce refus ne paraît pas très convaincant à Ian Hamilton. Les femmes disent souvent non en pensant oui. Viens par ici. Ils vont s'asseoir, seuls, dans un coin. La nuit de Noël, la police est indulgente. Si on nous rencontre, nous serons deux amoureux en vacances. La nuit ? Dans Westminster Abbey ? Je sais comment entrer, s'y cacher. J'ai pris tous les plans à la bibliothèque Mitchell. J'ai même des photos. Bon, admettons, tu prends la pierre. Et tu la transportes comment ? En voiture ? Y a pas d'autre moyen. Alan viendra avec son Anglia. Alan Stuart ? Oui. Sa voiture est trop petite. On en louera une plus grosse. 2 bagnoles, de toute façon, ça ne sera pas de trop. Et l'argent ? Ça va coûter au moins 70 livres. J'ai fait le compte. Mais tu es si riche ? Je suis allé à la mairie, j'ai été reçu par le conseiller municipal, tu sais, celui qui a écrit une lettre ouverte dans le journal en disant « La pierre du couronnement doit être rendue à l'Écosse ». Eh bien, il nous prête le fric. Robert Gray ? Ça alors ? Il m'a même dit « Vous me rembourserez quand vous pourrez. » On ne pourra jamais. Ian Hamilton enlève sa veste de laine blanche et l'accroche au dossier de sa chaise. Sa figure, ses joues sont encore plus roses que d'habitude. Il plaide sa cause avec chaleur. Malgré ses 25 ans, il a encore le visage d'un adolescent. Il s'anime, car il sait que Kay Mathison, maintenant, est intéressée par son projet. Elle est bon public. Et lui, en essayant de la décider, ressemble à un acteur éclairé par un projecteur. Ses cheveux blonds paraissent dorés. Il faut absolument que tu sois des nôtres, Kay. Avec toi, je suis sûr que ça marchera. J'ai oublié de te dire qu'il y avait aussi Gavin Vermon. Tu le connais ? Pas bien. Il est petit, il n'en a pas l'air comme ça, mais il est très costaud. Et surtout, il n'a peur de rien. Bon. Et alors moi, qu'est-ce que je peux faire ? C'est gagné. Les conspirateurs ont leur muse. Elle, auprès d'eux, ils sont certains que leur courage ne faiblira pas, quoi qu'il arrive. Ils auraient trop honte. Kay Mathison fera partie de l'aventure, et sa présence féminine garantit que l'expédition ira jusqu'au bout. Londres maintenant. L'abbaye de Westminster, le fantôme de l'Angleterre dressé sur la cité brumeuse. Ian Hamilton est venu en reconnaissance. Il se mêle à un groupe de touristes pour visiter les lieux. Toute l'histoire de l'Angleterre est là devant lui, enfermée dans une forêt touffue de pierres, des voûtes, des arches, qui ressemblent à la végétation d'une forêt vierge. Les tropiques du Nord, en quelque sorte. Une histoire en images, car aucune cathédrale au monde ne contient autant de tombeaux, autant de statues. Voilà Pitt, qui d'un geste théâtral réclame des crédits pour écraser Napoléon. Voici la grande Élisabeth, les lèvres pincées, avare, qui veut partager les bénéfices de son pirate favori Francis Drake, le vainqueur de l'invincible Armada. Ian Hamilton s'arrête dans le coin des poètes, car il se demande si ce ne serait pas un bon endroit pour s'y cacher. L'effigie de Shakespeare regarde la sépulture de Gay, auteur de l'opéra des Gueux, sur laquelle on peut lire « La vie n'est qu'une plaisanterie, tout le prouve. Jadis je le pensais,
Aujourd'hui, je le sais. Oui, le coin des poètes est une cachette possible. Dans le transept sud, pas trop loin de l'hôtel, derrière lequel se trouve le trône du couronnement et la fameuse pierre du destin. Ian Hamilton pense qu'il pourra rester là après la fermeture, attendre le milieu de la nuit afin de laisser passer la ronde du veilleur, ensuite dévisser la serrure d'une des portes, faire entrer un complice, avec lui transporter dehors les 200 kilos que pèse la pierre du couronnement et la mettre dans une voiture. Tiens, mais en voilà une porte. Justement dans ce coin des poètes, une porte en bois, facile à forcer, qui doit donner sur l'extérieur. Il faut aller vérifier. D'abord, Ian retourne examiner une seconde fois la pierre du destin qu'il avait vue en arrivant, sans oser trop s'attarder. Elle est encastrée dans une ouverture pratiquée sous le trône en vieux chêne. Rien ne la protège. On pourra s'en emparer. Le jeune homme est rassuré, il traverse l'abside consacrée aux aviateurs de la Royal Air Force, tombée en 1940, longe la grande nef pour ressortir par le portail principal, invulnérable, celui-là. Dehors, des pigeons picorent sur un gazon vraiment anglais. Un chantier de construction, protégé par des palissades, dissimule le côté sud de l'abbaye. Une chance. Cela facilitera l'approche jusqu'à l'entrée du coin des poètes. Ian, satisfait, jette un dernier regard sur l'édifice. Tout est intact depuis qu'Édouard Ier au XIIIe siècle a apporté la pierre ici. Westminster a simplement grandi. Des tours se sont élevées, l'abbaye a poussé comme une plante qui fait éclater le vase où on l'a plantée. Les grands hommes de l'Angleterre sont tous venus s'y figer en marbre ou en cire. Les rois et les reines y ont été couronnés assis sur la pierre du destin. Tout est intact, oui. Plus pour longtemps. Ian Hamilton s'éloigne. Il songe à la fin de son plan. La grosse voiture emmènera la pierre dans la campagne et y restera provisoirement. La petite voiture filera au contraire sur le chemin du retour pour égarer éventuellement la police. Un plan qui paraît excellent. Reste à l'exécuter. Vous pensez bien, la vie est toujours pleine de circonstances imprévisibles. Tout ne se passera pas aussi aisément. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Ian Hamilton a donc mis au point un plan pour s'emparer avec l'aide de ses amis de la pierre du destin, symbole du destin de l'Écosse et de son indépendance conquise et conservée par les Anglais à Westminster Abbey. Le départ de l'expédition, la grande aventure de la vie de ces jeunes gens nationalistes, fervents et exaltés, est fixé au vendredi 22 décembre 1950. Ian s'est procuré un arsenal de parfaits cambrioleurs, notamment une énorme pince Monseigneur de 55 cm de long. Caché sous son manteau, cela lui donne de l'embonpoint. Alan, le conducteur de la petite voiture, se moque de lui. « Tu es joli comme ça, hein. On dirait une femme enceinte. » « Bah, qu'est-ce que tu veux ? C'est mon côté maternel. » Kay Mettison, la seule fille du groupe, avant de partir, donne un coup de téléphone. « Allô ? Allô, c'est l'hôtel de Dingwall ? Bonjour madame, c'est moi, Kay. Comment allez-vous ? Merci, tout va bien. Non, je voulais simplement vous demander de dire quelque chose à ma mère. Oh, c'est très simple. Si on lui demande où je suis pour Noël, qu'elle réponde que je suis à la maison. Non, si quelqu'un l'a questionné à mon sujet, c'est tout. Voilà, c'est ça. Je suis pour Noël à la maison, pendant toutes les fêtes. Merci. Le samedi 23 décembre, en face de Westminster Abbey, la grosse horloge de Big Ben sonne 5 heures. Ian entre dans l'abbaye et va se cacher dans le coin des poètes. Sonne 6 heures, les lumières s'éteignent, c'est la fermeture. Au bout d'un moment, Ian pense qu'il pourrait se rapprocher de la pierre et sort de sa cachette. Il reçoit le faisceau d'une lampe électrique dans la figure. « Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je me suis laissé enfermer, j'ai pas fait attention. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé ? Ben je cherchais quelqu'un et puis... En plus, j'avais peur de faire toute une histoire. Ben c'est malin. Vous auriez pu recevoir un coup de matraque. Nous faisons des rondes, voyez-vous. Fallait appeler. Ben, j'y ai pas pensé. Bon, allez, venez par ici. Pourvu, pensait Ian, qu'il ne remarque pas mon attirail de cambrioleur. L'ombre qui tombait des immenses voûtes gothiques cachait tout, heureusement. Et puis le garde était un brave homme. Vous avez de l'argent ? Oui, bien sûr, pourquoi ? Parce que je pensais peut-être que vous ne saviez pas où coucher. Non, je vous assure. Bon, sans ça, je vous aurais indiqué un endroit pour vous dépanner. Vous auriez été mieux qu'ici. Merci. Il n'y a pas de quoi. Attendez, je vous ouvre la porte. Allez. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ian était dehors. Retrouver ses amis. C'était manqué. Bêtement.
il en aurait pleuré de rage. Le lendemain, dimanche 24 décembre, tout est à recommencer, mais impossible de suivre le même plan. Il faudra entrer après minuit, quand les cérémonies de la nuit de Noël seront terminées. On essaiera de forcer du dehors la porte du coin des poètes. Big Ben sonne 2h du matin. Bon, maintenant on peut y aller. Il faut aller prévenir Kay. La jeune fille, grippée, fiévreuse, était restée se reposer à l'hôtel, inscrite sous un faux nom. Qu'est-ce que c'est ? Pardon, madame, je voudrais voir mademoiselle Warren. À cette heure-ci ? Excusez-moi, c'est important. Bon, attendez, je vais la chercher. Yann remonte dans la voiture de location, la grosse voiture, en stationnement devant l'hôtel. Le temps passe. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire ? On frappe à la portière de l'auto. Un policeman. La patronne de l'hôtel avait téléphoné à la police. Vos papiers, votre permis de conduire. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose qui ne va pas ? On a volé plusieurs voitures cette nuit. Quel est votre numéro ? Je ne sais pas. C'est une voiture louée, vous voyez bien. Il n'y a pas de règlement qui oblige à savoir par cœur le numéro de sa voiture. C'est bon, ça va bien. Vous pouvez circuler. J'attends quelqu'un. Comme vous voudrez. Big Ben sonne 3h du matin. L'équipe au complet est à pied d'œuvre. La porte du coin des poètes est ouverte grâce à la pince Monseigneur. Cela fait un bruit épouvantable qui se répercute dans la nuit. Personne dans les environs, personne, oui, ne semble avoir entendu. Yann et Gavin pénètrent dans Westminster Abbey. Voici le trône, la pierre dessous. Il la déloge facilement de son réceptacle. Elle est trop lourde pour la porter. 200 kilos. Yann étend son manteau afin de pouvoir la tirer dessus. Il tire. Une partie seulement de la pierre vient. Nous avons cassé la pierre du destin. Penses-tu, regarde. Elle l'était déjà. Ce sont les Anglais qui l'ont cassé, les salauds. Yann ramasse le plus petit morceau, 45 kilos tout de même. Il l'emporte comme un ballon de rugby jusque dans la rue, où la jeune fille, Kay, attend au volant de la grosse voiture. Elle est cassée. Attends, nous allons apporter l'autre morceau. Yann retourne à l'abbaye avec Gavin. Ils font glisser la pierre sur le manteau. Vite! Une seconde, je n'en peux plus. Va tout de même pas abandonner, je t'en prie. Ils arrivent enfin à la sortie. Kay met le moteur en marche, va démarrer. Mais qu'est-ce qui lui prend, elle est folle? Yann bondit. Mais Kay, attends, on est là. J'ai été repéré, voilà un agent. Yann monte dans la voiture et enlace la jeune fille tendrement. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes sur une voie privée? Vous comprenez, c'est la nuit de Noël. C'est même le jour de Noël. Vous savez l'heure? Il est 4h30. Pourquoi vouliez-vous filer quand vous m'avez vu? Je savais qu'on n'avait pas le droit de stationner. On s'était mis là pour être tranquille. Bon. Allez, ça va pour une fois, parce que c'est Noël, hein. Allez, circulez. Kay démarre. La voiture traverse la place du Parlement, dont la silhouette en dents de scie se détache sur le ciel. Une autre cathédrale. Celle des libertés humaines qui date en Angleterre du Moyen-Âge. On comprend pourquoi la politique en cet endroit est une religion. Kay stoppe devant le parc de stationnement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut retourner chercher Gavin et le reste de la pierre. Mais pas toi, file. On se retrouvera à Dartmoor. J'y vais avec l'autre bagnole, c'est plus prudent. Et c'est ainsi que, séparée en 2 morceaux, la pierre du destin quitta Londres le matin de Noël 1950. Un exploit qui allait réveiller dans le cœur des Écossais le sentiment d'appartenir à la dernière nation indomptée de l'Europe. Yann, en sortant de la ville, se demanda quand le jour allait se lever. Quelle heure était-il? Il avait perdu sa montre. Le commissaire McGrath de Scotland Yard, en inspectant les lieux dans la matinée, trouva par terre, dans le coin des poètes de Westminster Abbey, un bracelet montre. Chargé de l'enquête, dès que le bedeau eut alerté la police, McGrath réunit un certain nombre d'autres indices. Le signalement par le gardien du jeune homme, soi-disant enfermé dans l'abbaye le samedi 23. Le signalement par le policeman des 2 amoureux en stationnement interdit. Le même évidemment, celui d'un jeune homme blond à l'accent écossais. Une déclaration de l'hôtelière du Digwall au sujet du coup de téléphone donné par Kay. Il vérifia que la jeune fille, en fait, était arrivée chez ses parents seulement le 27. Le numéro de la voiture de location relevé par le policeman devant l'hôtel où Kay reposait et le nom de son locataire. Enfin, sur le registre de la bibliothèque de Glasgow, le nom de celui qui avait emprunté des ouvrages sur l'abbaye de Westminster, Yann Hamilton. Les voleurs étaient connus. McGrath préféra ne pas les appréhender tout de suite.
Pendant ce temps, les jeunes gens sont devenus célèbres. La radio, la télévision, les journaux parlent de leur action d'éclat. On les traite soit de héros, soit de fanatiques irresponsables. Ils déposent à la salle de rédaction du Glasgow Herald une pétition anonyme à Sa Majesté le roi George VI. En enlevant la pierre du destin, les pétitionnaires n'ont nul désir de léser Sa Majesté ni de manquer de respect à l'Église dont il est le chef temporel. La pierre du destin est néanmoins le plus ancien symbole de la nationalité écossaise. Les pétitionnaires restitueront très volontiers la pierre à la bonne garde des officiers de Sa Majesté si Sa Majesté veut bien leur donner sa gracieuse assurance qu'à l'avenir, la pierre restera en Écosse. La pierre, où est-elle? Les conspirateurs sont allés l'enterrer dans une forêt près de Rochester et sont rentrés chez eux. Ils laissent passer quelques semaines, attendent que les allées et venues des voitures entre Londres et Glasgow soient moins surveillées, et au printemps, ils se décident à aller la chercher pour la ramener, où selon eux, elle doit se trouver, en Écosse. En arrivant dans la forêt, près de la cachette, surprise. Des gitans y ont établi leur campement. Yann est d'avis de repartir, Kay de l'avis contraire. Allons leur parler, on verra bien, si tu veux. Il y a 2 roulottes et un feu de camp. Vous permettez qu'on se réchauffe un peu? Il s'assoit auprès des gitans et reste un long moment sans rien dire. Puis Kay commence à leur parler de leur vie quotidienne, de leurs soucis. On vous laisse camper où vous voulez? On ne vous embête pas trop? Les gitans ne sont pas bavards. Ils ne veulent pas se plaindre. Kay ne se décourage pas, elle continue son monologue. Nous sommes Écossais. La liberté, je crois que nous y tenons autant que vous. Et vous avez raison d'y tenir, c'est précieux la liberté. Ça ne peut se conserver que dans son cœur. Enfin, elle avoue, nous avons caché quelque chose là, derrière ces arbustes. Nous voudrions le reprendre, mais sans que cela se sache. Alors le gitan, qui jusque-là n'avait pas desserré les dents, pas tout de suite. Il y a un homme de la région là-bas, vous voyez? Vaut mieux ne pas se fier à lui. L'homme, un bûcheron, finit son travail, monte sur sa bicyclette et s'éloigne. Alors, ce sont les gitans qui aident les jeunes gens à déterrer la pierre du destin et à la porter dans leur voiture. Le 11 avril 1951, à midi, Ian Hamilton et des de ses amis déposent la pierre sur le grand autel de l'abbaye d'Arbroath, une abbaye en ruine dont la nef est tapissée d'herbes sauvages. Ian s'agenouille et à haute voix dit les paroles du grand roi Robert Ier, Robert Bruce, sa profession de foi prononcée ici même en 1320. Nous ne luttons ni pour la gloire, ni pour la fortune, ni même pour l'honneur. Nous combattons uniquement pour la liberté à laquelle tout homme digne de ce nom ne renonce que lorsqu'il rend son âme à Dieu. Évidemment, la pierre vide découverte par les autorités est ramenée à sa place à l'abbaye de Westminster. Le 16 mai, Ian Hamilton se rend au commissariat de police de Cannon Row. « Je voudrais voir le commissaire McGrath. Asseyez-vous un instant, je vous en prie. » Le commissaire le reçoit. « Monsieur Hamilton, hein, par exemple, je ne m'attendais pas à vous voir. Commissaire, je voudrais vous montrer mon carnet de rendez-vous. Tenez, voyez vous-même, le 23, le 24 et le 25 décembre, j'étais à Londres. » « Ah bon, et alors ? Eh bien, c'était Noël, je me suis rendu à l'abbaye de Westminster et figurez-vous que j'ai perdu ma montre. » Le commissaire ouvre un tiroir. « Ce ne serait pas celle-ci, par hasard. »« Ah si, justement, c'est la mienne, c'est une chance. » Parfait, parfait. Je peux la reprendre ? Évidemment. Mais dans ce cas, monsieur Hamilton, vous auriez quelques formalités à remplir. Des formalités ? Appelons ça comme ça. Je ne suis pas sûr que vous teniez à les remplir, ces formalités. Le commissaire McGrath avait toujours à la main le bracelet-montre de Yann. « Alors, qu'est-ce que vous décidez pour votre montre ? » Je crois que je vais réfléchir. Gardez-la pour le moment. Oh, comme vous voudrez. Alors, au plaisir de vous revoir, monsieur Hamilton. Yann ne revint pas au commissariat. Ni lui, ni ses amis ne reçurent de nouvelles de la police. Les autorités anglaises pensaient qu'il n'était ni utile, ni judicieux que les conspirateurs écossais fussent poursuivis.
Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous écoutez Les Dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Assassin ou trafiquant, victime ou coupable, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. Christchurch, en Nouvelle-Zélande, est une ville austère. En cette année 1950, les mœurs sont restées presque aussi puritaines qu'au temps de la reine Victoria. Aussi, des personnalités du genre de Mike Gilby ne passent pas inaperçues. Mike Gilby, pour la plupart des familles bien pensantes, c'est la personnification du mal. Il appartient pourtant à un excellent milieu. Son père est un médecin renommé de la ville et lui-même a entrepris, sans trop de conviction, il est vrai, ses études de médecine. Seulement, Mike Gilby est beau garçon et il le sait. Il est blond, grand, avec les yeux bleus, sa lèvre inférieure, un peu tombante, lui donne un charme irrésistible quand il sourit, ce dont il sait jouer parfaitement. Bref, Mike Gilby est le Don Juan, le playboy de Christchurch, la terreur des mères et des maris. Mike Gilby a 25 ans ce début de 1950. Il ne compte plus ses aventures et il est bien décidé à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Jusque-là, son vivier, ou sa réserve de chasse, comme on voudra, était principalement constitué par ses compagnes de faculté et les sœurs ou les amis de ses camarades masculins. Pourquoi a-t-il fallu qu'il se rende à la vente de charité de sa paroisse? Oh, certainement pas par goût. Sans doute au contraire, parce que ses parents avaient beaucoup insisté. Toujours est-il que Mike Gilby s'est rendu à la vente de charité et qu'à partir de là, tout s'est enchaîné d'une manière implacable, quoique imprévisible. Mike Gilby s'ennuie ferme à la vente de charité. Il s'ennuie exactement un quart d'heure. Jusqu'au moment où il découvre, à l'autre bout de la salle, Dorothy Swan. Dorothy Swan a tout pour plaire. Elle est jeune, d'une beauté éclatante, rayonnante, ce qui est plutôt rare à Christchurch où les femmes songent peu à mettre leur physique en valeur. Elle a en particulier une longue chevelure blonde qu'elle laisse flotter librement sur ses épaules. Mike Gilby l'aborde sans attendre. Dès les premiers échanges de paroles, la jeune femme le renseigne sur son état civil. Elle est mariée, son mari est banquier, c'est le propriétaire de la banque Swan, bien connue à Christchurch. Mike, qui ne s'attarde pas à ce genre de détails, entreprend une cour pressante. Mais pour la première fois, il se heurte à un mur. Pendant toute la vente de charité, il a beau multiplier ses sourires les plus irrésistibles, il ne recueille pas un sourire, pas une marque d'intérêt. Dorothy l'écoute avec politesse, parce qu'elle est bien élevée, mais son agacement est visible. Malgré cela, ou plus vraisemblablement à cause de cela, dès qu'il l'a quittée, Mike ne pense plus qu'à elle. Dorothy ne peut pas, ne doit pas lui résister. Ce serait trop injuste. Mike Gilby délaisse aussitôt la compagnie des étudiants et des étudiantes. On le voit maintenant dans toutes les réceptions mondaines que fréquentent Dorothy et son mari banquier. Chaque fois, il tente sa chance. Mais chaque fois, l'échec est complet. Un jour de mai 1950, à l'issue d'un dîner au cours duquel il s'était montré particulièrement pressant, la jeune femme n'y tient plus, elle explose. « Je ne veux plus jamais vous voir, plus jamais !» Sinon, je dis tout à mon mari. Vous avez compris? Oui, Mike a compris. Jusque-là, il avait espéré, contre toute raison, que son charme irrésistible allait enfin opérer. Mais il doit admettre la vérité, c'est fini. Jamais Dorothy ne voudra de lui. Alors se produit chez ce jeune homme insouciant et superficiel une métamorphose. Il devient sombre, impénétrable. Une idée fixe s'empare de lui. Puisqu'il ne peut pas conquérir Dorothy, il va se venger d'elle.
Le 16 juillet 1950, il y a beaucoup de monde devant la banque Swan, dans la rue la plus passante de Christchurch. Il est 18 heures. Dorothy Swan se dirige vers le bâtiment. Elle a rendez-vous avec son mari. Tout se déroule en quelques secondes. Les passants voient un jeune homme se précipiter sur elle et sortir de sa poche un revolver. Il y a 3 détonations, elle s'écroule. Maintenant, le jeune homme porte l'arme à la hauteur de sa tempe. Un agent qui était à quelques mètres a la présence d'esprit de bondir. Il ne peut l'empêcher de tirer, mais il parvient à dévier l'arme. La balle pénètre dans la mâchoire. Dorothy Swan a survécu. Mike Gilby aussi, mais dans quelles conditions? Quand il paraît à son procès au mois de décembre 1950, c'est une épave. La balle de fort calibre a arraché toute la moitié inférieure de son visage. C'est une plaie horrible, mal cachée par des bandages. Sa lèvre un peu tombante, qui faisait une partie de son charme, n'est qu'un souvenir. En quelques mois, ses cheveux, ses beaux cheveux blonds, sont devenus gris. Mike Gilby, le playboy, n'est plus qu'une loque souffrante. À l'issue de débats rapides, et bien que sa victime ne soit pas morte, Mike Gilby est condamné à la prison à vie. Dans les pays anglo-saxons, on n'aime guère le crime passionnel, et il a même toujours constitué une circonstance plutôt aggravante. Alors pour le condamné, c'est le cauchemar qui commence. Bien sûr, la prison n'est agréable pour personne, mais pour lui, c'est un supplice. Avec sa moitié de visage en moins, il est plus que laid, il est hideux, c'est un monstre. À tel point que ses compagnons de détention ne peuvent pas le voir au sens propre du terme. Après quelques essais infructueux, il faut l'isoler dans une cellule particulière. C'est seul également qu'il se rend à la promenade. Il reste dans son coin. Personne ne lui adresse la parole, ni même ne regarde dans sa direction. C'est seul qu'il mange au réfectoire à sa table à lui, des bouillies, des purées ou de la viande hachée. Oh, bien sûr, ses camarades ont des remords. Ils se disent que c'est injuste, qu'ils devraient faire un effort, mais c'est au-dessus de leur force, ils ne peuvent pas. C'est au bout de 3 mois de détention que Mike Gilby reçoit une visite dans sa cellule, la première. Il s'agit du médecin-chef de la prison, un homme d'une 40aine d'années. Il s'assoit en face de lui et lui parle sans détourner les yeux. « Gilby, j'ai quelque chose à vous proposer. » L'ex-beau garçon ne peut pas contenir son amertume. Il réplique avec violence. « Pourquoi avez-vous le courage de me regarder, vous? Vous ne voyez pas que je suis un monstre ?» Le médecin continue avec douceur. « J'en ai vu d'autres, Gilby. Pendant la guerre, j'étais chirurgien en Angleterre et j'étais spécialiste de la face. C'est moi qui raccommodais les blessés de la RAF. » Dans le regard de Mike Gilby, le seul élément de son visage qui soit resté inchangé, il y a une petite lueur. Le médecin poursuit. « Je ne suis pas seulement médecin-chef de la prison, j'ai aussi ma consultation à l'hôpital de Christchurch. Si j'obtiens l'accord des autorités pénitentiaires, je pourrai vous opérer. » Le médecin obtient sans difficulté cet accord. Le directeur de la prison n'est pas fâché de se séparer d'un détenu qui crée une telle perturbation dans son établissement. Et fin mars 1951, Mike Gilby quitte la prison pour l'hôpital de Christchurch. Voilà. Et c'est maintenant le second acte. Ce qui n'était jusque-là qu'un banal crime passionnel va prendre tout à coup une tournure inimaginable. Les dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. À l'hôpital de Christchurch, Mike Gilby rencontre dans les premiers temps le même problème qu'à la prison. Les infirmières ont beau être habituées à voir des blessés, lui, il est vraiment trop horrible. Elles l'évitent malgré elle, et quand elles lui parlent, elles ne parviennent pas à regarder dans sa direction.
Mais le sens du devoir reprenant le dessus et l'habitude aidant, au bout d'une dizaine de jours, elles arrivent à le considérer comme n'importe quel autre malade. En revanche, sur le plan strictement médical, les choses se présentent plutôt mal. Jour après jour, le médecin-chef de la prison examine longuement son patient. Jamais il n'avait vu une blessure aussi grave. La balle, de fort calibre, je vous l'ai dit, a été tirée à bout portant. Toutes les chairs ont été brûlées, déformées. Les os sont en petits morceaux. C'est toute la charpente osseuse qu'il faut refaire, pratiquement à partir de rien. Une fois les examens terminés, le médecin prévient loyalement le blessé. Je dois vous le dire, ce sera long, douloureux, et je ne suis pas du tout sûr du résultat. Mike aurait eu un sourire amer s'il avait pu sourire. Allez-y, docteur. Pour le temps, vous le savez, j'ai la perpétuité devant moi. La douleur, je m'en moque. Quant au résultat, je n'ai plus rien à perdre. Et le traitement commence. Ce sont des séances quotidiennes de greffe, d'appareillage. Sur son patient, le médecin déploie toutes les ressources de son art. Jamais il ne s'est trouvé face à un cas si délicat. Mais il s'acharne. Il a conscience que s'il réussit, il fera faire un pas à la chirurgie réparatrice. Et puis il a fini par s'attacher à cet homme dont le sort est trop cruel, même en regard du crime qu'il a commis. Les semaines passent. Maintenant, Mike se plaît à l'hôpital. Il y a ses habitudes et tout le monde s'est habitué à lui. Entre les séances de chirurgie, le médecin lui fait porter un masque de toile qui lui cache le visage. On l'a bien sûr surnommé le masque de fer. Les infirmières plaisantent avec lui. Même le gardien qu'on a attaché à ses pas est devenu un ami. D'ailleurs, Mike Gilby est si tranquille que le directeur de la prison, qui a besoin de personnel, décide de reprendre son gardien. Mike se retrouve donc entièrement libre de ses mouvements. Il prend l'habitude de sortir de l'hôpital, il va se promener dans le quartier, boire un verre au pub, on le laisse faire. Il revient toujours et de toute façon, avec son masque de toile sur le visage, il ne pourrait pas aller bien loin. C'est à peu près à ce moment-là que Mike Gilby reçoit sa première visite. Une femme blonde, le visage caché par une voilette très épaisse, a demandé à aller dans sa chambre. Comme c'était l'heure des visites, l'infirmière n'a rien dit. Ils sont restés longtemps ensemble. De quoi ont-ils parlé? Personne ne l'a su. Mais à partir de cet instant, tout l'hôpital, lui, ne parle plus que de cela. Les infirmières sont émues, bouleversées par une histoire aussi romantique, car pour elles, aucun doute possible. La mystérieuse visiteuse n'est autre que Dorothy Swan, la victime, tombée amoureuse de son agresseur. Et il faut bien dire que les raisons de le croire ne manquent pas. Pourquoi sinon la jeune femme porterait-elle une voilette? D'autre part, le divorce de Dorothy avec son mari, le banquier, peu après le procès, avait fait sensation dans tout Christchurch. Juin 1951. Mike Gilby sort maintenant tous les jours de l'hôpital. La visiteuse est revenue 2 fois. Et les commentaires ne font que croître. Le médecin, de son côté, est très satisfait de son travail. Il a déjà réussi le plus difficile. Et il est maintenant pratiquement certain du résultat. À la fin du mois, après avoir pratiqué une dernière greffe à son patient, il lui dit en posant le masque de toile: « Maintenant, je n'ai plus rien à faire. Tout va se mettre en place. Dans 1 mois exactement, le 30 juillet, je retirerai votre masque et nous jugerons ensemble du résultat. » Il ajoute avec une certaine gêne: « Mais je dois vous prévenir que je n'ai pas pu vous refaire comme avant. Votre visage sera très différent. » Mike hoche sa tête masquée. « Cela ne fait rien, docteur. Tout ce que je veux, c'est être normal. »
Le mois de juillet se passe dans la fébrilité à l'hôpital de Christchurch. Les infirmières brûlent de connaître le nouveau visage de leur pensionnaire. Et puis il y a la visiteuse qui vient de plus en plus souvent. L'idylle entre l'homme masqué et la femme voilée, entre le criminel et sa victime, occupe toutes les conversations. Je te parie qu'ils vont se marier. Ah, moi je suis sûr qu'il sera encore plus beau qu'avant. Peut-être qu'elle va demander de le rejoindre en prison. Eh bien non, ce n'est pas la solution qu'ont choisie Mike Gilby et sa visiteuse. Le 29 juillet, la veille du jour fatidique, il part comme à l'ordinaire. Seulement à 6 heures pour le dîner, sa chambre est vide. C'est en vain qu'on l'appelle, qu'on le cherche dans les salles, dans les couloirs. Il faut se rendre à l'évidence, Mike Gilby a disparu. La police, en maudissant l'incroyable légèreté dont a fait preuve l'administration pénitentiaire, arrive immédiatement à l'hôpital pour interroger le médecin, car personne à part lui ne connaît le nouveau visage du condamné. Et il faut faire vite. Il est peut-être déjà loin. Docteur, à quoi ressemble Mike Gilby? Pouvez-vous nous dessiner son visage de mémoire? Mais à la surprise des policiers, le médecin pousse un soupir et fait cette réponse stupéfiante. Mais je n'en sais absolument rien. Et il explique l'invraisemblable situation. Après la dernière greffe, Gilby a gardé son masque pendant 1 mois. Personne, pas même moi, ne devait le retirer. C'est à ce moment que les chairs se sont cicatrisées et que le visage a pris de lui-même sa forme définitive. Mais je ne sais absolument pas laquelle. Alors si je comprends bien, personne ne connaît son visage. Le médecin répond après un instant de réflexion, sauf sans doute sa visiteuse. Et il met les policiers au courant de l'existence de la femme voilée et des raisons qu'on a de supposer qu'il s'agit peut-être de Dorothy Swan. Avant d'interroger l'ex-épouse du banquier, la police de Christchurch fait une courte enquête. Mais quand elle apprend que Dorothy Swan a retiré le 28 juillet une forte somme de son compte en banque, elle n'hésite plus. C'est un jeune inspecteur qui est chargé de se rendre chez elle, une tâche délicate, car les preuves sont très faibles, pour ne pas dire nulles. Dorothy Swan l'accueille sans surprise apparente. Elle semblait s'attendre à sa venue. « Madame, pouvez-vous me dire à quoi a servi la somme que vous avez retirée de votre banque ?»« Mais oui. »« À rembourser une dette ancienne. »« Puis-je savoir laquelle ?»« Non. » L'inspecteur n'insiste pas. Il sait qu'il n'est pas le plus fort. Il essaie le ton de la confidence. Entre nous. Pourquoi avez-vous fait cela? Mais fait quoi, inspecteur? L'entretien se poursuit quelque temps encore, mais il est évident qu'il n'aboutira à rien. L'inspecteur se résout à prendre congé. Il a laissé derrière lui Dorothy Swan avec son secret. Dorothy Swan, qui savait que si Mike Gilby tentait de la rejoindre, la police l'identifierait immédiatement et qu'elle ne le reverrait donc jamais. Sur les motivations qui ont poussé Dorothy, si c'était bien elle, à aider son agresseur, on n'en apprendra jamais plus. Peut-être, alors qu'elle avait été insensible au charme insolent du séducteur, avait-elle été touchée par la misère de l'être hideux et abandonné de tous. Quant à Mike Gilby, la police néo-zélandaise a vite renoncé à mettre la main sur lui. Bien sûr, elle possédait ses empreintes. Mais les empreintes ne figurent pas sur un passeport et il n'était pas possible de prendre celles de toutes les personnes quittant la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, pourquoi Mike Gilby serait-il sorti de son pays puisque désormais personne ne pouvait le reconnaître? Aujourd'hui, Mike Gilby n'a toujours pas été retrouvé. Son dossier reste en souffrance quelque part dans les archives d'Interpol. Un dossier pas comme les autres, qui comporte, en face de la rubrique « Signalement »,
une grande case blanche. Vous venez d'écouter Les Dossiers d'Interpol, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.